Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Donc, je suis Éloi Roland, j'ai 44 ans. Je suis grand maître international d'échecs, chef d'entreprise, marié et père de 3 petits-enfants, et j'habite dans Lyon, dans le 89. Donc, on est réunis ce soir pour les élections de la Fédération française des échecs qui auront lieu le 3 avril prochain. Le plan de la soirée, comme vous l'a dit Seb, eh bien, on commencera par une présentation qui va durer 45 à 50 minutes, où je serai accompagné par 4 colistiers: Jean-Baptiste Mulon, Didier Pascal, Laurie Delorme et Didier Frétel, qui vous présenteront des points emblématiques de notre programme. Et ensuite, on enchaînera avec le question-réponse, où là, n'hésitez pas à poser vos questions, même les plus embarrassantes, elles sont naturellement bienvenues. Je vais commencer par me présenter très brièvement. Donc, j'ai commencé les échecs à l'âge de 4 ans avec mes parents. J'ai ensuite remporté des titres chez les jeunes, notamment en poussin quand j'étais tout petit. Après, j'ai été champion de France junior à l'âge de 15 ans, maître international, puis grand maître. J'ai eu de nombreux titres, Coupe de France et championnat. Et enfin, j'étais joueur membre de l'équipe de France, puis capitaine de l'équipe de France. J'ai ensuite monté avec Stéphane Laborde l'émission Diagonale TV, qui était donc la télévision sur Internet où on présentait l'actualité des échecs. C'était en 99 jusqu'à 2001. Donc très précurseur dans une grande entreprise numérique de l'époque qui s'appelait Canal Web. Et nous avons enregistré à peu près 1500 heures d'émissions que vous pouvez consulter sur YouTube. Il y a encore des archives, donc vous pouvez me revoir jeune, avec des cheveux très courts ou très longs. Et les émissions sont toujours d'actualité, hein, puisqu'il y avait des cours d'échecs qui sont encore pas si mal, qui ont bien vieilli. Cette expérience en entreprise m'a fasciné, et j'ai ensuite viré pour devenir entrepreneur dans le monde du numérique et du digital. J'ai monté plusieurs sociétés, 2 dans le secteur du service, donc une sur la mise en relation pour du service entre particuliers, qui s'appelle Les Débrouilleurs, une pour des entreprises en quête de transition numérique, donc on s'occupait de créer des sites web et de numériser leur activité, quelle qu'elle soit, pour la transformer sur Internet. Donc on a créé des sites pour des clients pendant 3 ans. Et une dernière dans le domaine de la formation. Ayant été joueur de poker, j'ai créé une école qui s'appelle Poker Academy, qui compte aujourd'hui plus de 100 000 membres et qui est une référence du poker, de la formation poker en France. Nous avons longtemps réfléchi, pas longtemps, mais nous avons réfléchi avant de proposer cette candidature. Et on est parti d'un constat. La mandature précédente ne nous convenait pas. Nous sommes en perte de licenciés depuis 2013, une perte continue. Ça, c'est un résultat qui montre un échec des mandatures précédentes. Il y a des ruptures qui ont été faites, des ruptures assez fortes, avec l'équipe de France notamment, puisque les membres emblématiques de cette équipe ne souhaitent plus actuellement jouer en équipe de France. Rupture avec les joueurs, rupture avec le haut niveau. Une rupture également avec le ministère et nos institutions, le CNOSF par exemple, puisque à force de bafouer les statuts, nous avons hérité de 2 rapports, un sur la situation de conflit d'intérêts, un sur les problèmes de gouvernance de la mandature précédente, qui nous mettent en risque assez clairement de perte d'agrément. Donc nous sommes en risque, en rupture avec nos institutions, les relations sont tendues. Également en rupture de financement. Nous n'avons plus aujourd'hui de partenaires privés. Il n'y a plus de sponsors. Depuis la perte de BNP Paribas, la fédération n'est plus sponsorisée. Il n'y a plus aucune entreprise qui associe son image au jeu d'échecs. Rupture également avec les salariés, puisqu'en arrivant, eh bien, le siège a été un peu vidé de sa substance avec 2 licenciements, Céline Lagadic et Jordi Lopez. Aujourd'hui, le siège est relativement vide et c'est un cercle vicieux qui nous tire très, très clairement vers le bas. Dernière rupture en date avec les clubs, puisque lors de la dernière assemblée générale, après moult discussions, conversations, sollicitations des clubs, les clubs ont été amenés à voter, ont voté clairement contre la prorogation du comité directeur. Ça n'a pas été tenu. C'est un problème de confiance, et donc les clubs se sentent légitimement, certains d'entre eux se sentent abandonnés. Voilà donc notre constat,
Et c'est pour cela que nous proposons une alternative et une équipe pour la fédération de demain. Ce que nous proposons précisément, c'est avant tout une équipe d'élus. Donc, les colistiers, que vous pouvez voir sur le site ouverture, plein de qualités. Ils sont complémentaires, puisque chacun connaît des domaines spécifiques de la Fédération française des échecs. Il y a des présidents de ligue, des présidents de comité, des présidents de club, mais également des personnalités du monde de l'entreprise qui assureront la recherche de financement, des représentants de l'arbitrage, de la formation et de l'animation. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble maintenant, et ils sont extrêmement engagés. J'ai pu le constater, personne ne s'est découragé, nous arrivons bien à travailler ensemble. C'est un plaisir, même dans nos désaccords, le débat est toujours constructif, nous avançons et nous produisons des projets pour la fédération de demain. Ils ont été engagés depuis 1 an et le seront tout au long de la mandature. C'est notre engagement. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, la plupart sont là ce soir, puisque je pense que nous avons une douzaine de colistiers qui sont présents, et on les nommera tout à l'heure. Nous arrivons également avec un projet pour le président et le siège de la fédération. Parce que avoir des idées, c'est bien, mais les mettre en place et être certain que les projets iront à terme, c'est encore mieux. Je dirais même que c'est là que tout se joue. Je serai donc président de la fédération. J'assurerai le rôle d'incarnation, recherche de sponsoring, présentation auprès des sponsors, présentation auprès des villes partenaires, représentation auprès de la fédération internationale, auprès du ministère. Mais je serai également présent au cœur des projets, au siège, pour diriger une équipe de salariés. Ce double rôle, fait partie vraiment de notre projet, car nous, comme vous allez le voir, nous allons vous présenter des projets très ambitieux, et je souhaite, après les promesses, être là pour m'assurer au quotidien que ces projets seront bien mis sur la table et iront à leur terme. Je souhaite donc, pour le siège, faire des recrutements, embaucher des juniors, embaucher également des seniors, restructurer pour qu'il y ait une vie, pour qu'il y ait 6 à 8 salariés pour justement être au service des clubs, au service de tous, et communiquer très fréquemment avec les clubs dans une logique de rassemblement. Nous avons donc une équipe, un siège, des salariés, des élus, et nous avons une stratégie. Stratégie en 3 piliers qui guideront toutes les actions que nous entreprendrons. Le premier pilier, naturellement, c'est le développement. L'objectif même de la fédération est d'avoir plus de licenciés, plus de pratiquants. Donc, nous allons vous proposer les projets, notamment sur les scolaires, également sur la formation, il faut que la formation suive, également un projet pour que chaque club puisse, à son échelle locale, avoir tous les outils nécessaires pour développer sa portée et son nombre de pratiquants, et c'est la façon dont il retient et conserve les joueurs au sein de son club. Deuxième pilier, ce sera le rassemblement. Certains clubs, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent se sentir abandonnés. Il y a eu des clivages, il y a eu des clans, des pratiques éventuellement de clientélisme. Les mots sont assez forts et nous sommes aujourd'hui assez divisés. Nous souhaitons, avec notre équipe, mettre en place de nombreux dispositifs pour que chacun sente que la fédération est à son service et se sente investi et engagé dans le développement de notre sport. Le dernier axe, ce sera de pérenniser. On ne va pas penser nos actions de développement à court terme. Chaque action sera envisagée dans le temps long, parce que nous souhaitons laisser aux mandatures suivantes une croissance continue et structurée, c'est-à-dire une croissance structurelle. Pérenniser, ça veut dire donc prévoir loin, mettre en place des mécaniques longues et fortes, et ça veut dire aussi anticiper les obstacles qui arrivent. J'en reparlerai tout à l'heure, mais nous avons besoin de revoir, malheureusement, tout le numérique et le digital de la fédération. Tout notre système d'information, qui a maintenant plus de 20 ans, donc là je parle de tapis, du site, de la base de données, qui a plus de 20 ans, et Éric Mouret va partir à la retraite pendant cette mandature. Il est le seul à détenir les clés de notre système, et ça présente donc un risque. Dans notre logique de pérennisation, nous devrons anticiper ce risque.
Maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'essentiel, les financements. Parce que, comme vous le savez, c'est le nerf de la guerre. On a beau avoir une bonne équipe, des bonnes idées, nous avons besoin de financement, en particulier dans la période actuelle. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, les entreprises ne font pas confiance à la Fédération française des échecs. Nous avons échoué dans cette mission et toutes les fédérations sportives ont environ 25% de leur budget annuel qui vient de ces partenariats privés. Nous avons dans notre équipe 4 personnes clés qui sont, on va dire, pas spécialistes, mais qui ont les réseaux, qui connaissent les personnes au sein des grandes entreprises. Ils connaissent au sein de ces entreprises les amoureux des échecs. C'est leurs amis. On sait que ces entreprises veulent s'associer aux échecs. On le sait parce qu'ils leur parlent et parce qu'ils discutent avec eux. On doit donc leur faire une proposition propre, transparente, notamment sur le suivi des fonds, notamment sur le plan d'action, le plan de visibilité, les contreparties que nous allons leur proposer. Et bien entendu, il faut que les échecs s'intègrent dans leur stratégie générale de communication. Et ça, les échecs est un sport merveilleux pour ça, puisque ça se décline à l'infini. Les échecs pour la santé, les échecs pour la performance, les échecs sont un sport inclusif, tout le monde peut y participer, y compris les plus défavorisés, et ça, les entreprises sont sensibles et souhaitent s'associer à ces causes républicaines. Nous avons donc une logique et nous avons le réseau qui permettra d'aller démarcher la bonne personne, le décideur qui aime les échecs. Ce carnet d'adresses n'a pas de prix, puisqu'il est constitué depuis 15 à 20 ans, et il n'est pas imitable. On ne peut pas arriver aujourd'hui en disant « je vais trouver la personne chez EY qui aime les échecs ». On ne peut pas le trouver. Donc là, on arrivera avec ce carnet d'adresses, et nos premiers contacts, nos premiers échanges avec ces personnes se révèlent très positifs, et nous avons donc la certitude de trouver un sponsor principal du calibre de BNP Paribas pour la rentrée prochaine. Voilà donc pour le volet du financement. Je vous propose maintenant, je vais passer la parole à un colistier pour vous présenter des projets de développement. Le plus emblématique d'entre tous, celui sur lequel de nombreux clubs s'appuient et qui a vraiment montré ses preuves et tout changé, c'est les scolaires. C'est Jean-Baptiste Mulon qui va vous présenter notre projet de développement des scolaires. Donc Jean-Baptiste, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Jean-Baptiste Mulon, je suis maître international. J'ai grandi à La Rochelle et j'ai commencé mon métier d'animateur, entraîneur dans la région nantaise avant de rejoindre la région parisienne depuis une quinzaine d'années. J'ai été actif dans beaucoup de domaines de la fédération et voilà, c'est moi qui vais vous présenter le projet scolaire. C'est un projet qu'on a beaucoup travaillé avec les mêmes méthodes que dans nos autres sujet. On a d'abord beaucoup enquêté, on a beaucoup appelé celles et ceux qui ont fait le sujet depuis pas mal d'années pour essayer de s'imprégner bien du sujet et de bien diagnostiquer et de bien comprendre ce qu'on pouvait améliorer. On a fait quelques constats sur ce projet de développement fondamental. Le premier des constats, c'est que beaucoup de clubs sont intéressés par le développement scolaire. La plupart des clubs sont intéressés par l'animation auprès des jeunes. Les comités et les ligues sont très actifs dans ce domaine-là et la Fédération française des échecs, bien sûr, est très attachée à ce secteur-là. Et pour autant, on a très peu de chiffres, beaucoup de conventions signées, mais très peu de chiffres, des correspondants scolaires qui sont renseignés pour moitié. Et donc, on ne sait pas exactement qui fait quoi sur le territoire national et on ne sait pas exactement vers quels objectifs on peut se tourner puisqu'on n'a aucun chiffre de départ. Donc notre premier travail sera, si on est élu, de faire ce travail de recensement qui est essentiel pour ne laisser passer aucun pôle, aucune ville qui a ces activités et que la fédération ignore, parce que ce travail de recensement servira pour les personnes qui ne nous connaissent pas, eh bien, de pouvoir bénéficier de nos réseaux, de nos relais, de notre aide, et pour la Fédération française des échecs, de s'enrichir de ces nouvelles personnes qui œuvrent beaucoup pour le travail avec les scolaires. Et on a besoin d'avoir plus de licenciés, on a besoin d'avoir plus de savoir-faire. Ça, c'est le premier travail. Parmi les constats qu'on a fait, on a vu aussi que la Fédération française des échecs avait un lien très fort avec le ministère de l'Éducation nationale. Elle a signé une convention cadre très importante en 2007, qui est renouvelée depuis lors de 3 ans. Mais cette
convention n'est pas vraiment utilisée à son maximum. Le ministère de l'Éducation nationale attend beaucoup de nous, nous voit d'un très bon œil et il nous a semblé normal de proposer quelque chose qui aille dans le sens d'un excellent partenariat avec la fédération française, avec le ministère, pardon, pour pouvoir renforcer les liens et pour prouver qu'on est une discipline qui peut vraiment beaucoup servir pour le développement de l'enfant. Ce, ce projet que nous avons pensé, on n'a pas inventé ce projet, on s'est beaucoup renseigné sur ce qui se faisait de bien dans les autres pays, dans les autres fédérations, ce qu'on appelait le projet Cursus. On a beaucoup enquêté sur le travail en Arménie, sur le travail en Espagne, et on s'est aperçu que euh, l'enseignement sur le temps scolaire, on s'en doutait un peu, est très important et primordial. Mais plus que ça, c'est qu'il faut un enseignement, il faut tenter cet enseignement sur 3 années consécutives. Par exemple, sur 3 niveaux de classe, le CE1, le CE2, le CM1, en prenant d'abord la peine de construire des indicateurs très importants en amont, c'est-à-dire des choses qui vont nous permettre ensuite de prouver au ministère de l'Éducation nationale que le jeu d'échecs est porteur de valeurs de valeurs positives pour le développement des jeunes enfants et de travailler beaucoup en amont aussi avec nos animateurs, nos entraîneurs pour les former en nombre suffisant, de même que les enseignants du premier degré, bien sûr, qui doivent être associés à cette démarche pour que nous fassions ce programme. Ce programme vise à enseigner sur une même académie, donc les échecs sur 3 ans, sur un très grand nombre de classes, c'est-à-dire plutôt de l'ordre de 500 classes. On sait que le ministère de l'Éducation nationale est très sensible à ce projet-là. C'est ce qu'ils attendent de nous, fédération, de pouvoir vraiment être moteur pour le développement de l'enfant. Le dernier constat très important parmi les nombreux qu'on a fait, il a été dit par Éloi, c'est que notre fédération, malgré toute la bonne volonté des acteurs de terrain et les bonnes volontés de la fédération, cette fédération perd des licenciés, ce qui est absolument anormal vu tout le réservoir et le potentiel qu'on a dans les écoles. Pourquoi on perd des licenciés? Principalement parce qu'on a un non-renouvellement des licences. Les enfants qui sont initiés pendant une année, malheureusement, ont un très grand risque de ne pas pouvoir pratiquer les échecs l'année suivante. C'est pour ça que d'abord sur le projet Cursus, on veut proposer sur des années consécutives. Mais le moyen qui nous a semblé le plus efficace pour essayer de lutter contre cette perte des enfants qui ont adoré les échecs et qui malheureusement dans leur classe ne peuvent plus pratiquer et qui n'ont peut-être pas été assez confrontés aux jeux présentiels avec la vie des clubs, eh bien, nous voulons créer une plateforme numérique à destination des enfants. Cette plateforme numérique englobe beaucoup de choses. La première des choses, c'est qu'elle englobe le jeu en ligne. Le jeu en ligne par équipe, qui plaît beaucoup aux enfants, qui plaît beaucoup aux enseignants. Ce jeu en ligne par équipe permettra à des enfants de rentrer encore plus dans l'activité, mais surtout, une fois qu'ils n'ont plus l'initiation dans leur classe, de continuer à pouvoir pratiquer les échecs et de garder un lien. Garder un lien, pourquoi? Pour être associé au club, parce que c'est bien ça la finalité, c'est qu'il faut que le jeu en ligne soit absolument la passerelle vers les clubs. Le jeu en ligne n'est pas une fin en soi pour nous, la fédération, et pour nous, les clubs. Il faut que le jeu en ligne soit la passerelle vers les clubs. Donc, chaque club disposera sur cette plateforme numérique d'une petite extension virtuelle, un espace qui lui est réservé pour communiquer avec les jeunes de sa région, pour pouvoir leur dire samedi prochain, il y a un tournoi pour toi, pour pouvoir leur dire il y a une journée porte ouverte bientôt, et pour pouvoir avoir accès à ces jeunes qui ont aimé les échecs et donc qui restent dans notre giron. Dans cette plateforme numérique, je vais essayer de pas être trop long, on a aussi pensé qu'il était très important de leur proposer un système de classement adapté, c'est-à-dire ce qu'on appelle notamment au club de Cannes, qui l'a créé et qui a été relayé aussi notamment en Corse, ce qu'on appelle le Pico Elo, c'est-à-dire un petit classement qui leur permet d'être valorisés dans leur progression, de pouvoir gagner des points en participant dans le jeu par équipe, dans le jeu individuel, de gagner des points en participant à la résolution d'exercices ludiques et interactifs et toutes sortes d'activités qui leur permettra de s'évaluer et d'obtenir un petit classement et un statut virtuel, une sorte de diplôme virtuel qui leur permet d'évoluer. Voilà, et cette plateforme, on pense que c'est une solution très adéquate, très de notre temps pour pouvoir surtout ne pas perdre les enfants qui ont adoré les échecs et les garder dans notre univers afin qu'on fasse grossir notre culture échec et notre réservoir de jeunes joueurs pour les jours
suivant. Et voilà, Éloi, je pense que j'en ai terminé. Merci, merci Jean-Baptiste. Donc oui, voilà, les scolaires, c'est les joueurs de demain. Les échecs sur le temps scolaire, c'est vraiment le plus important parce que ça permet d'identifier les jeunes qui accrochent. Ces jeunes identifiés sur le temps scolaire passent en périscolaire, puis ensuite passent au club. Donc c'est vraiment un entonnoir qui fait que ça fera un effet direct sur les clubs. Couplé à ça, la plateforme numérique pour les clubs, pour effectivement annoncer, communiquer auprès des enfants la possibilité d'aller jouer en présentiel, la possibilité de jouer en ligne avec un classement Elo adapté. Cette recette-là que nous avons constatée, qui est efficace, ça a été partagé, échangé de nombreuses fois suite à notre étude, nous paraît être la bonne approche. Et c'est un projet de mandature qui s'étale sur 3 ans pour l'étude et 4 ans pour la suite. Pour cela, nous aurons besoin naturellement que les enseignants soient formés, mais pas que. Il faut aussi que les clubs aient des animateurs. Et nous avons donc un plan pour revoir intégralement la formation et donc permettre vraiment de professionnaliser un peu la filière. C'est Didier Pascal qui va vous présenter notre projet formation et c'est le deuxième thème qu'on abordera maintenant. Bonsoir Didier. Bonsoir à tous, je me présente très rapidement. Donc, je suis Didier Pascal, je suis vice-président du club Sainte-Foy Échecs dans la banlieue de Lyon. Je suis par ailleurs aussi trésorier du comité Rhône et Métropole de Lyon et trésorier adjoint de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je vais vous présenter assez rapidement, parce qu'on ne va pas trop passer de temps dessus, notre projet pour le secteur de la formation qui se divise en 4 sous-projets. Très rapidement, le constat, pourquoi on s'attaque à ce secteur de la formation? Parce que le constat, c'est que c'est un secteur qui est en crise depuis 7-8 ans, qui est source de conflits d'intérêts, qui ne forme pas. En 2019, on a eu le taux de distribution de diplômes le plus bas depuis 8 ans. Nos formations ne sont pas reconnues, ne sont pas finançables par les OPCO, etc. Donc, voilà, rien n'a été vraiment fait. Pourtant, de l'argent a été distribué, mais rien n'a été fait pour la formation. Et on a besoin de ce secteur-là qui soit très vivace. Et donc, on vous propose un plan en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est la création d'un institut national de formation. C'est quelque chose qui existe dans la plupart des fédérations sportives. Hein. C'est un organisme, une structure qui est rattachée à la fédération, hein, sous gouvernance majoritaire de la fédération, mais qui est externalisée pour essentiellement des problèmes de fiscalité et de comptabilité, parce que si on veut que cet organisme soit éligible notamment au financement de la formation professionnelle, il faut qu'il dispose d'une comptabilité un peu à part, et donc il est mieux qu'il soit hébergé dans une structure juridique de type loi 1901. Donc cet INF aura une gouvernance élargie, bien sûr, un conseil d'administration majoritairement représenté par la fédération, par les élus de la fédération, mais aussi il y aura des représentants des territoires pour les besoins des comités et des ligues. Il y aura des représentants des professionnels, des animateurs et des entraîneurs, et aussi des représentants de la DNA, pardon, pour tout ce qui concerne la formation des arbitres, qui est déjà très en avance là-dessus et donc pourra apporter leurs compétences dans cet INF. Cet INF aura besoin de formateurs. Donc, on va constituer, et là c'est notre deuxième projet, on va constituer un corps de formateurs qui va être en charge de structurer le contenu des formations, de structurer des pédagogies innovantes, de réfléchir sur les métiers. Qu'est-ce que le métier d'animateur d'échecs? Qu'est-ce que le métier d'entraîneur? Quelles formations il faut leur dispenser? Comment faire reconnaître ces formations par les organes professionnels? Donc, tout ce travail-là sera réalisé par ce corps de formateurs qui pilotera aussi les partenariats qui seront nécessaires à passer pour disposer d'une formation optimale. Le troisième point, c'est le financement. Aujourd'hui, la plupart des formations qu'on propose, que la fédération propose, ne sont pas finançables. Entre guillemets, c'est la personne qui participe à la formation qui doit se débrouiller à payer sa formation. Aujourd'hui, depuis 2019, pour ceux qui s'intéressent à la formation, il y a une réforme de la formation professionnelle. Ça nécessite de revoir les organes qui dispensent les formations. C'est pour ça qu'on crée un INF.
et qui sera certifié Calliope, qui permettra l'accès au financement professionnel dont bénéficient les salariés ou les auto-entrepreneurs, les financements OPCO, notamment pour ceux qui s'intéressent à ça. Le financement aussi concerne les bénévoles. Il faut savoir que depuis 2018, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le CPA, le compte personnel d'activité, qui permet d'héberger des heures de bénévolat qui sont validées par les clubs. Ces heures de bénévolat sont une fois par an transformées en euros pour derrière payer des formations. Et donc aujourd'hui, c'est ouvert à tous les clubs, à tous les bénévoles de clubs qui sont membres du comité directeur, entre autres, et ils pourraient faire financer des formations, mais aujourd'hui, on n'a aucune formation qui est finançable. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler en amont sur l'INF. Mais par contre, on va accompagner les clubs dans la généralisation du dispositif CPA, compte personnel d'activité. Bien sûr, dans les financements, on aura l'ouverture à la taxe professionnelle et à la taxe d'apprentissage. Un des objectifs de l'INF, plutôt en fin de mandature, c'est de transformer cet INF aussi en centre d'apprentissage pour pouvoir accompagner nos animateurs et nos entraîneurs dans une formation continue et professionnelle et reconnue. Le dernier point, le dernier projet qui va être mis en place, c'est le projet des outils. Aujourd'hui, les outils de la formation ont beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. Moi, je le vois en entreprise. On ne se forme plus comme avant. Aujourd'hui, il y a le distanciel, le présentiel, il y a ce qu'on appelle les MOOC, le e-learning. On peut apprendre tout seul, on peut se tester tout seul, on peut derrière être aussi accompagné à distance. Ça, c'est bien, mais il y a aussi, nous, ce qu'on souhaite au niveau de notre liste, c'est aussi de promouvoir les stages, le tutorat, l'accompagnement par des seniors, des gens qu'on va former dans la durée, dans le temps. Donc là, on va revoir tous ces mécanismes-là, tous ces outils qui seront mis à disposition sur notre plateforme et qui servira à l'INF. Voilà très rapidement les 4 axes qu'on va développer. C'est un projet de mandature, c'est quelque chose qui va être assez lourd. On a 8 ans de retard sur le sujet. C'est l'INF, ça nécessite des agréments, ça nécessite beaucoup de travail administratif pour le mettre en place. Idem le corps de formateurs, ce sera un appel à candidature sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas quelque chose qui va être centralisé. On aura des formateurs partout où on a le besoin sur le territoire et on va accompagner les clubs autour de ça dans la formation de leurs bénévoles, de leurs dirigeants et de leurs professionnels. Voilà très rapidement ce que nous proposons autour de la formation. Moi, je fais vite. Merci, merci Didier. Donc oui, voilà, vous avez compris, c'est vraiment une rénovation complète de la formation pour que vraiment il y ait plus d'animateurs disponibles, qu'on ait envie de devenir animateur et que ce soit pris en charge et financé. Et ensuite, évidemment, il y aura des débouchés puisque je parle régulièrement à des clubs qui sont en recherche d'animateurs. Donc il y a du travail, il y a des formations à faire. Et donc naturellement, cet INF sera, on va dire, au goût du jour et permettra un accès à la formation professionnelle avec les formations certifiées comme il se doit. Voilà donc nos 2 premiers projets, les scolaires et la formation. Nous passons maintenant à un projet plus concret, probablement qui touche forcément tout le monde. Il s'agit de notre projet pour les clubs, avec le dispositif Faire grandir son club, qui va être présenté par Laurie Delorme, qui est présidente du club de Marseille Échecs. Bonsoir Laurie. Bonsoir à tous. Donc, oui, donc je suis présidente de Marseille Échecs depuis 2018 et je suis investie dans la direction depuis une dizaine d'années. Une des premières choses que j'ai dû faire quand je suis arrivée présidente, donc, c'est la rédaction de mon projet club. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est un document qui est obligatoire donc, pour les demandes de subvention et notamment donc, pour les demandes de subvention pour l'ANS. Donc la plupart du temps, le projet club, c'est un peu vécu comme une contrainte administrative, surtout quand quand on est, dirigeant bénévole, qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a déjà un petit peu de mal à gérer son club. Donc moi, j'étais tout à fait dans cette catégorie-là de président et en plus, j'avais un peu l'impression que c'était, le même projet pour tout le monde, avoir plus de licenciés et faire en sorte qu'ils soient plus forts, qu'ils progressent et d'avoir des bonnes équipes.
Du coup, j'arrivais pas vraiment à définir mes axes de développement et j'avais pas d'aide de mon conseil d'administration et j'arrivais pas non plus à attirer de nouveaux bénévoles parce que j'arrivais pas à clarifier mes besoins. Je sautais un petit peu sur toutes les occasions de développer les échecs sans avoir vraiment de stratégie. Comme je savais pas comment m'y prendre, j'ai décidé de me former et j'ai intégré donc une formation de jeunesse et sport. J'ai passé donc le diplôme d'État supérieur en direction de structures et de projets dans l'animation socio-éducative et j'ai pu être accompagnée donc pendant 18 mois sur mon club Marseille Échecs. À ce moment-là, je me suis rendu compte de 2 choses. La première, c'est que c'est primordial d'avoir un projet club qui a suscité l'adhésion des dirigeants et des adhérents pour pouvoir pour que ça puisse se concrétiser en aide concrète. Et l'autre chose très importante, c'est que ce projet doit vraiment être en accord avec les enjeux du territoire. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre de développer tout ce qui va être éducatif et social au niveau du club et qui va attirer des moyens financiers et des moyens humains. Donc finalement, la démarche projet donc a vraiment bien fonctionné à Marseille Échecs et c'est vraiment ce qui a fait décoller mon club et qui s'est traduit en aide, concrète. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans la direction solitaire que j'avais, il y a quelques années. Alors l'idée aujourd'hui, c'est pas de proposer aux présidents de club de, passer 18 mois à temps complet sur la rédaction du projet associatif. Donc, nous avons tenu à ce que la liste propose un dispositif qui soit opérationnel avec un accompagnement fort. Parce que moi, je n'ai pas eu cette chance et j'ai perdu énormément de temps et d'énergie dans cette démarche qui, en définitive, fonctionne très bien. Donc, on s'engage à être à vos côtés grâce donc, à un dispositif qu'on a appelé donc, Faire grandir son club. Donc, je piloterai ce dispositif avec Laurent Nouveau et Sébastien Peter. Voilà, on pense que la proposition, elle est adaptée et elle pourra convenir surtout à tous les clubs, tous les profils. Tous les clubs, ça veut dire qu'on soit un gros club ou un petit club, on pourra prendre en compte nos singularités et bénéficier du dispositif à tout moment. À tout moment, ça veut dire à tout moment dans notre démarche. Si on est déjà très à l'aise avec les démarches projets, on pourra profiter du dispositif simplement dans la mise en œuvre des actions ou en demandant un avis à la fédération via le dispositif. Alors le dispositif concrètement, comment est-ce qu'il va s'articuler? Il va y avoir 2 moyens. Il va y avoir l'apport humain avec la création d'une cellule de service au club et l'apport technologique avec la création d'une plateforme de service au club. Alors, la cellule de service au club, elle va coordonner tout le dispositif et elle sera consultable à tout moment. Donc à tout moment, ça veut dire qu'il y aura systématiquement un élu qui sera de permanence ou de service pour répondre aux questions des clubs. La commission, donc la cellule, elle sera composée de personnes qui sont expérimentées, qui sont motivées et qui œuvrent déjà dans le développement associatif, que ce soit dans le milieu échiquéen ou non. L'idée, c'est de garder une certaine ouverture pour avoir un point de vue extérieur et aussi des idées, des leviers auxquels on n'aurait pas pensé si on était resté un petit peu dans notre monde des échecs. Et comme je l'ai dit, donc la cellule, elle sera consultable à tout moment du projet, de la démarche projet. Ensuite, donc, le deuxième moyen, ce sera la plateforme de service au club. Alors, elle, c'est un outil numérique donc qui sera fonctionnel et qui va permettre 2 choses. La mise à disposition d'outils et l'interaction avec d'autres dirigeants et bien sûr la cellule de service au club. Donc, par outil, qu'est-ce qu'on entend? On entend par là principalement ce qui existe déjà dans d'autres fédérations qui mettent ça donc, à disposition de leur club. Et donc, c'est un guide projet club clé en main. Projet donc associatif qui va en fait permettre à chaque étape du projet d'avoir un outil qui va faciliter la démarche. Ça veut dire on va avoir une grille type pour faire le diagnostic avec un résultat visuel qui va bien, qui sera généré automatiquement et on proposera donc des actions types en fonction des axes d'amélioration que l'on aura choisis, en fonction de nos moyens aussi. Principalement, et là où moi, j'ai eu pas mal de difficultés, c'est sur la rédaction du projet en elle-même. Il faut savoir que le projet, en général, va s'étaler entre 3 et 5 ans. Il est amené à être diffusé à des institutions publiques et aussi partagé avec des adhérents. L'idée, c'est de proposer un outil qui va permettre de rédiger et présenter correctement le projet avec des éléments de langage et des visuels donc, qui sont attractifs.
La plateforme va donc aussi permettre d'interagir entre dirigeants et avec la cellule d'aide au club. L'idée, c'est de trouver un petit peu le club qui nous ressemble ou qui a les mêmes problématiques que nous pour qu'il puisse y avoir une entraide et un partage d'expérience. In fine, ça signifie que la plateforme va permettre donc de mutualiser les idées et d'alimenter le guide projet club et permettre de trouver des actions types et des mises en œuvre plus faciles. Voilà, donc notre ambition, c'est clairement d'accompagner, d'aider concrètement à la démarche projet en la facilitant et en dégageant du temps au président pour que l'on puisse se concentrer un petit peu plus sur l'humain, fédérer les adhérents, les bénévoles et les salariés autour d'un travail collectif. Ce qui va nous permettre en fait d'orienter nos activités vers ce qu'on aime. La plupart du temps, on aime jouer aux échecs, on aime l'enseigner, ou on a simplement été touché de près par ce jeu. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager ça avec nos adhérents et se concentrer sur l'humain. Voilà. Donc, vous pouvez bien sûr consulter sur le site le dispositif un petit peu plus détaillé voilà, pour aller un petit peu plus loin. Merci, merci Laurie. Donc voilà, vous voyez que on sera effectivement au service des clubs, que ce soit les élus et les volontaires et les clubs, entre eux pour s'entraider. Donc il y aura une mise en relation permanente. Il y aura un site, une plateforme renouvelée, avec une base de connaissances bien structurée et ce dispositif qui vous permettra, très concrètement, en choisissant des options de création de votre projet club, donc des cases à cocher, d'arriver à la fin avec un document qui sera présentable donc, pour obtenir des subventions ou pour montrer aux bénévoles du club la direction que le club prendra dans les prochaines années. Et donc, on utilisera naturellement l'outil numérique pour vous aider dans cette démarche. Donc, ce projet club a deux vocations, effectivement une vocation d'assistance, mais également une vocation inspirationnelle. C'est-à-dire que les présidents ou les dirigeants de club en quête d'inspiration trouveront un interlocuteur qui aura à peu près les mêmes problématiques, les mêmes sujets et les mêmes envies que lui, et donc pourront discuter ensemble, ce qui sera probablement la meilleure solution. Ça nous amène sur notre quatrième chantier, quatrième dossier, gros dossier, le numérique. Le numérique qui prend plusieurs formes, la forme du jeu en ligne, mais également la forme, comme je le disais tout à l'heure dans la pérennisation, la forme de notre système d'information. Donc tout ce qui permet à la fédération de tourner informatiquement parlant. On parle ici des tournois homologués, des classements, du site internet et de PAPI, l'outil utilisé par tous les organisateurs de tournois. Comme je le disais, ce système arrive un petit peu à terme et il est temps de le refaire. Ce sera donc un énorme chantier qui prendra entre 12 et 24 mois. On sera juste dans les temps pour éviter justement d'avoir cette incertitude et ce risque. Nous avons également prévu, mis à part refaire le système, de fournir au club un outil qui s'appelle Asso Connect, qui est un système pour les associations, en particulier sportives, qui permet de gérer facilement un club de manière numérique et digitale. Ce sera offert à tous les clubs qui souhaitent l'utiliser, et ce sera donc pris en charge par la fédération. Asso Connect permet de faire majoritairement 3 choses. Créer très facilement un site internet pour le club, prendre les adhésions de licences, les adhésions et les licences, donc encaisser les paiements, et faire la comptabilité. Donc pour ceux qui ont des solutions qui ne leur conviennent pas forcément, nous vous proposerons à chacun d'entre vous une solution gratuite pour gérer la structure et le club, la partie administrative. Nous ferons financer les développements par un partenariat avec une société de services en développement informatique, une SS2I, qui très souvent ont des personnes en intercontrat et donc sont très à même de s'investir en partenariat sous forme de jours de développement. Notre objectif sera de le faire financer. Le coût de notre révolution numérique, donc là, je vais parler de la révolution numérique totale, donc je vais détailler le deuxième point après, mais ça sera à peu près 150 000 €, qui inclura naturellement la plateforme et le système d'information. Le deuxième grand projet numérique, c'est le jeu en ligne, donc la plateforme pour les scolaires, comme l'a indiqué Jean-Baptiste tout à l'heure, qui sera un outil magnifique pour les clubs, pour rester en contact avec les scolaires et leur proposer les animations club et leur proposer le jeu en ligne sous forme de compétition par équipe. Donc, nous allons avoir cette plateforme en développement.
Notre vision sur le jeu en ligne est relativement simple. Pour l'instant, les échecs en ligne sont prêts pour le loisir et pas forcément pour la compétition. C'est en train de venir, mais ce n'est pas encore prêt. Donc nous, on voit le jeu en ligne comme une façon de garder le contact avec les adhérents en cette période un peu délicate. Et pour cela, on proposera une interface, un système, une plateforme qui permettra d'organiser des compétitions en ligne à l'image de ce qui a été fait pour les interclubs jeunes en ligne, les U12 et U18 qui sont organisés par Margot Lefebvre du club de Sainte-Foy. Ça a été réutilisé d'ailleurs, on est à l'initiative d'un projet avec la Fédération française de sport universitaire. Nous avons mis en place ce type de tournoi en ligne par équipe loisir avec plus de 300 000 étudiants qui ont été contactés et qui est un tournoi qui est en cours en ce moment. C'est Didier Pascal qui est avec Margot en train d'organiser ça et le club de la Diagonale des Bains. Donc voilà notre vision pour le jeu en ligne. Un outil pour les clubs, pour appeler leurs adhérents, leur proposer des compétitions en ligne, garder le contact avec eux et faire des finales en présentiel. L'ensemble de ces outils, donc la plateforme pour les scolaires, pour les clubs, les tournois par équipe loisirs et la refonte du numérique, l'estimation c'est à peu près 150 000 € qui sera financé pour tout ou partie par des partenariats. Je finis sur le numérique très rapidement. Il y a le jeu hybride dont on parle beaucoup, qui permet... Donc le jeu hybride, c'est on se retrouve au club, il y a un arbitre qui est présent et on joue contre une équipe distante. Pour l'instant, c'est à peu près ça. Ça peut être aussi en individuel, mais en gros, le point, c'est que les deux joueurs sont distants, mais qu'il y a dans les deux cas un arbitre qui surveille. Ça, c'est très pratique pour certaines compétitions par équipe, notamment dans le Grand Est, ça arrive fréquemment, de ne pas avoir envie de faire 300 km pour aller jouer un match. C'est difficile de trouver les joueurs. Et si les deux clubs sont d'accord et équipés, nous autoriserons naturellement cette possibilité. Enfin, pour les tournois 100% en ligne, nous estimons que ce n'est pas encore prêt, c'est-à-dire les titres ainsi que les prix sont à proscrire dans notre vision à court terme, car on n'a vraiment pas de garantie sur l'anti-triche, on n'est pas convaincu. Et on reste convaincu intimement que l'idée, c'est quand même de jouer en présentiel, donc de revenir au club. Mais nous proposerons les outils pour que le numérique soit un service qui aille dans cette direction-là. Je vous propose maintenant de passer à notre 5e et dernier point, avant de passer aux questions-réponses. La façon dont nous souhaitons rassembler l'ensemble des clubs, donc passer au-delà des clivages, au-delà des problèmes de personnes éventuelles, comment nous allons tous être dans la même équipe, dans la même direction, et c'est Didier Fretel qui vous présente ce projet. Bonsoir Didier. Bonsoir Éloi, bonsoir à tous. Allez, je me lance, hop là en alsacien. Donc, écoutez, je suis très heureux de vous voir, aussi nombreuses et nombreux, dans le Grand Est, une grande région qui rassemble 3 anciennes ligues. Alors, je vais me présenter très très vite. Donc, je préside un petit club complètement à l'opposé de chez vous, en Loire-Atlantique, à côté de Nantes, dans une petite commune de 3600 habitants. Je préside le comité du jeu d'échecs de Loire-Atlantique, 44. J'ai été vice-président de la Ligue Pays de la Loire par le passé. J'ai aussi été en 2016 secrétaire général de la Fédération française des échecs pendant une année environ. Et j'ai aussi fait assurer l'intérim pendant 1 mois, 4 semaines en avril 2016 à la présidence donc, fédérale. Voilà. Donc, je ne vis pas du tout des échecs. Par ailleurs, je suis professeur dans un lycée général et technologique en mathématiques. Voilà. Bon, voilà pour un petit peu qui je suis. Donc, je vais vous dire un petit peu quelques grands axes, effectivement, pour faire tourner toute cette machine, entre guillemets, fédérale. Notre équipe souhaite vraiment ramener de la fluidité à tous les niveaux. On va les détailler, mais quelques-uns seulement. Beaucoup de convivialité aussi, beaucoup de chaleur. C'est ce qui manque un petit peu en ce moment, avec des crispations notamment. Donc, on va essayer de débloquer. Quelques grands axes pour aller vite, encore une fois. Le premier axe qui est essentiel, et vous y êtes très, très attaché, c'est l'exemplarité des élus. Ça, c'est hyper important. Il n'y a aucune confiance qui peut s'établir si les élus ne sont pas eux-mêmes exemplaires. Pour cela, entre autres décisions, nous allons créer deux mesures phares. La première, ça sera un comité d'éthique qui manque cruellement à notre fédération. Il existe dans de nombreuses autres fédérations sportives. La deuxième chose aussi dont nous avons besoin, c'est une commission d'appel d'offres. C'est aussi pour la transparence concernant tous les marchés que la fédération va développer.
Voilà. Une autre chose aussi, une autre commission qu'il va falloir remonter, qui n'existe plus depuis bientôt 2 ans, c'est la commission de contrôle économique et gestion. Elle a donc disparu pour diverses raisons, je ne vais pas revenir dessus. Elle n'a pas été reconstituée, il n'y a pas eu d'effort de fait à ce niveau-là. Elle est très importante parce qu'elle vous permet à vous, président de club, d'avoir des informations sur les comptes fédéraux autres que ceux qui sont présentés par le bureau, je dirais. Voilà, donc ça sera une tâche prioritaire pour nous, la remonter très très vite. Un autre élément très très important aussi à mettre en place, c'est la disponibilité des élus. Laurie l'a dit tout à l'heure, il y aura un élu de permanence 7 jours sur 7, hein, ce ne sera pas toujours le même quand même normalement, et les élus seront facilement joignables, vous saurez comment faire pour les contacter, ils s'engageront à vous répondre le plus rapidement possible à toutes vos préoccupations dans le cadre du service au club, mais aussi je pense au comité et aux ligues. Voilà. Tous les messages recevront une réponse qui peut être parfois patienter un petit peu si c'est très compliqué, mais tous les messages donc, recevront cette réponse. Ce n'est pas le cas actuellement, malheureusement. Les élus seront aussi présents dans les grandes manifestations. Il y a beaucoup de grandes manifestations dans les divers territoires du Grand Est notamment. Donc, nous essaierons, dans la mesure du possible quand même, hein, de dépêcher régulièrement un élu pour aussi, à l'occasion, rencontrer votre élu municipal, par exemple. Nous serons présents dans les assemblées générales des ligues. Donc, la Ligue du Grand Est sera vers la fédération représentée à chaque AG. De la proximité, de la proximité, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Nous sommes très attachés. Tout ça aux côtés des salariés, bien sûr. Éloi en a parlé un tout petit peu. Le siège va redevenir pétillant. Voilà, c'est une expression qui est souvent employée dans notre liste. Les salariés, les présidents, directeurs, directrices aussi des différentes commissions et directions nationales vont être clairement à vos côtés pendant cette mandature et les suivantes. Voilà. Il faut créer de la proximité pour les grandes décisions fédérales. Ça manque un petit peu actuellement. Les grandes décisions, elles sont parfois prises dans le cercle restreint du bureau fédéral. Ce n'est pas satisfaisant. Je prends un exemple. Le projet fédéral n'a même pas été voté en Assemblée générale. Il n'a pas été débattu non plus envers quiconque. Donc, les grands projets, il faut les construire tous ensemble hein, dans les territoires avec vous. Et vous avez tellement de choses à dire et à faire savoir qu'on ne peut pas s'en passer. Nous allons créer aussi un conseil des ligues pour avoir un organe de dialogue permanent avec ces structures qui sont très très proches de la fédération, mais qui sont aussi proches de vous. Une sorte, on verra comment l'appeler, une sorte de conseil des territoires aussi qui concernera plus les comités départementaux, qui sont encore plus proches de vous, et vous en avez beaucoup, des comités départementaux dans le Grand Est. Ces dialogues, actuellement, ils sont résumés en gros à un repas par an au mois d'août. Hein. Donc c'est un petit peu limite, hein, on va dire. Un dialogue qui ira dans tous les sens, sens vertical, hein, c'est-à-dire des territoires vers la fédération, de la fédération vers les territoires, on va le favoriser, mais aussi sens horizontal, donc entre vos structures, écoutez, vous avez besoin peut-être d'échanger avec, comme les clubs proches, comme l'a dit Laurie, vous aurez peut-être besoin d'échanger avec des comités proches de vous qui ne sont pas forcément dans votre grande région. Peut-être que la Ligue du Grand Est souhaiterait aussi pouvoir échanger plus facilement avec une autre ligue qui a les mêmes préoccupations. Donc, ce dialogue horizontal, c'est pour favoriser l'entraide, tout simplement. On croit beaucoup à l'entraide, au travail, à travailler ensemble. Voilà pour tout ça. Un autre point très, très important pour aller vite, c'est le respect des règles. Statut, règlement intérieur, notamment fédéraux, nous y sommes extrêmement attachés, c'est essentiel dans un fonctionnement associatif. Respecter les règles, c'est éviter beaucoup de problèmes et malheureusement, le respect des statuts, des règlements, actuellement, n'est pas bon, quoi, hein. Vous avez vu notamment l'Assemblée générale hein, du 5 décembre, Éloi a parlé en préambule, voilà, et c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. On ne peut pas respecter le vote des clubs, notamment. Donc, respecter les règles, je disais, permet d'éviter beaucoup de problèmes et nous allons y veiller. C'est le secrétaire général, notamment de la Fédération française des échecs, qui doit faire respecter les règles, entre autres. C'est une tâche donc, que je connais par mon expérience en 2016. Et cette tâche, je souhaite, je ne vous le cache pas, pouvoir l'occuper à nouveau si vous accordez votre confiance à notre liste à partir du 3 avril prochain.
Voilà. Je voudrais aussi insister sur le travail d'équipe pour conclure. Donc, vous avez devant vous une équipe extrêmement soudée, Éloi l'a dit. Et pour terminer les interventions, vous présentez rapidement les colistiers qui ont pu se libérer ce soir. Donc, outre Éloi Rolange, donc, vous avez Laurie Delorme qui est intervenue tout à l'heure. Éric Leroll est présent. Il préside la Ligue des Hauts-de-France. Donc, Jean-Baptiste Melon, vous l'avez entendu. Vous avez Alexis Cahin, que vous connaissez très bien puisque c'est un local de la région de Metz, si je ne me trompe pas. Donc Sébastien Peter anime la réunion, vous connaissez bien notamment en Alsace, mais pas seulement, du côté de Mundolsheim, j'espère que je prononce pas trop mal. Mathieu Vieira, notre Lyonnais, est à la technique aussi ce soir. Mathieu, Didier Pascal aussi de Lyon, vous l'avez entendu. Vous avez Pierre Leblic qui est présent, qui préside la Ligue d'Occitanie. Régis Noiset, comment peut-on encore présenter Régis, Monsieur le Président, la Ligue du Grand Est, vous connaissez très très bien évidemment. Lauriane Lebray est aussi présente. Lauriane est très connue dans le domaine de l'arbitrage et le domaine technique en France, entre autres. Vous avez aussi présent Laurent Nouveau, qui est président de la Ligue des échecs des Pays de la Loire. Françoise Gviec est présente aussi. Elle est vice-présidente de la Ligue des échecs en Occitanie. J'ai aperçu aussi Laurent Fressinet tout à l'heure. Alors, comment peut-on encore présenter Laurent? Tout le monde connaît très très bien Laurent. Je crois qu'Étienne Mensch aussi vient d'arriver, que vous connaissez bien du côté de l'Alsace aussi. Voilà, Étienne. Et voilà. Et donc, toutes ces personnes, elles viennent aussi pour vous entendre ce soir. Elles veulent entendre vos questions. Elles veulent vous connaître pour celles qui ne vous connaissent pas. Parce que nous ne serons pas élus d'un territoire, mais vraiment élus de tous les clubs, quoi, quels qu'ils soient. Voilà. J'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long. Éloi, merci. Merci Didier. Donc oui, exemplarité, transparence, naturellement, ça on doit être irréprochable. C'est une évidence. On sera également, on rendra compte, c'est-à-dire que 3 fois par an, on viendra vous exposer qu'est-ce qu'on a fait ces 4 derniers mois, qu'est-ce qu'on projette de faire les 4 prochains mois, avec des sondages où chacun sera invité à répondre. Et lorsque un sondage pointera une direction forte, elle sera naturellement prise en compte et présentée à la prochaine Assemblée générale. Cette logique-là de vous faire intervenir, vous, présidents et dirigeants, régulièrement, d'être en contact régulièrement, de rendre compte auprès de vous, me semble très importante parce qu'elle est motivante. Elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. On n'est pas là, élu pour 4 ans, à vous dire « à bientôt, au revoir, on se revoit dans 4 ans ». On sera là au quotidien, tout le temps, à vous écouter, à discuter avec vous. Parce que c'est vous, justement, qui avez besoin de savoir qu'on pense à vous, qu'on est là pour vous, et que votre quotidien, ça soit de travailler en équipe tous ensemble. Donc, on sera ravis de jouer cette carte-là avec vous, que ce soit les élus, moi, naturellement, et les salariés.